Hello. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Bonjour, I'm Anne bonjour à tous. USAID Funded Knowledge Ici Anne Ballard Sarah du projet Knowledge Success de Johns Hopkins. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire intitulé Intégration des vaccins contre la COVID-19 dans les soins de santé primaire, enseignement tiré de l'expérience en Afrique du Sud. C'est le deuxième webinaire de cette série sur l'intégration des vaccins contre la COVID-19 accueilli par le projet Knowledge Success financé par l'USAID. Je vous rappelle que l'interprétation est assurée pour ce webinaire. Nous demandons à tous les participants de choisir leur langue de préférence, soit l'anglais ou le français, en cliquant sur l'icône en forme de map monde en bas de votre écran Zoom. Parce que nous vous assurons une interprétation en direct, nous allons inviter nos orateurs à s'exprimer à un rythme un peu plus lent afin de s'assurer que la transition se fasse sans encombre. Je vais maintenant vous présenter le modérateur de la séance d'aujourd'hui. Nous avons le docteur Hina Bambat, qui est le responsable de l'équipe pour la sécurité de la santé mondiale pour la mission d'Afrique du Sud de l'USAID. Bonjour à tous, dit Hina. Bienvenue. Je suis le docteur Hina Bambat, le responsable de l'équipe sécurité pour la santé mondiale de la mission Afrique du Sud de l'USAID. J'assurerai la modération des débats d'aujourd'hui, comme Anne l'a dit. Il s'agit du deuxième séminaire d'une série de 3 sur l'intégration de la vaccination contre la COVID-19 dans les soins de santé primaires. Aujourd'hui, nous allons examiner de très près les exemples d'intégration de cette intégration dans la prestation des services et la gestion des données électroniques en Afrique du Sud. Notre troisième séance aura lieu en septembre et nous vous inviterons à fournir vos contributions afin de déterminer quel sera le thème précis de ce dernier webinaire. Avant de commencer, permettez-moi de prendre un instant pour vous présenter l'extraordinaire aéropage d'orateurs d'aujourd'hui. Christina Yarrow, vice-directeur de l'équipe de riposte contre la COVID-19 de l'USAID, puis Marion Schoenfeld, spécialiste de la politique pharmaceutique pour le programme renforcé sur l'immunisation du département national de santé en Afrique du Sud, Wendy Owens, qui est directeur pour les services de santé, le droit aux soins en Afrique du Sud, et Melanie Walmarans, directeur principal des systèmes de santé et de l'information numérique au département national de la santé de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous allons commencer par une présentation des directives d'intégration de la COVID-19 par l'USAID de Christina Yarrow. Je vous présenterai une brève présentation du programme d'intégration de la COVID-19 pour l'Afrique du Sud. Marion Schoenfeld vous fournira un survol et un contexte pour le plan d'intégration de l'Afrique du Sud. Wendy Owens couvrira l'intégration de la vaccination dans les services santé de routine dans la partie est du Cap. Milana Walmarans va nous parler de la mise à échelle et de la mise en œuvre de la plateforme pour les systèmes de données électroniques sur la vaccination. Enfin, Knowledge Success nous fournira quelques remarques de clôture. Pendant toute la séance, je vous demande d'écrire vos questions pour les intervenants dans la fenêtre de chat. Nous ferons une pause pour y répondre au fur et à mesure. Et je vais maintenant inviter Christina Yarrow à commencer sa présentation. Thanks so much, Hina. Je vous remercie. Merci à tous et à tous nos partenaires de Knowledge Success pour le travail qu'ils font pour permettre à ces opportunités de décoller, de se matérialiser. Nous sommes très reconnaissants à nos collègues du département national de la santé de l'Afrique du Sud, de la mission pour l'Afrique, de la santé pour l'Afrique du Sud, pour leur participation. J'aimerais vous présenter nos perspectives sur l'intégration, les principes, les grandes directives, les opportunités d'enseignement, et les innovations créées en Afrique du Sud grâce à ce système EVDS. Next slide. It goes without SEVD. saying. Il va de soi
que, avec l'évolution de la pandémie de Covid-19, notre riposte l'a également fait à la fin du programme HEIC en mai. Nous sommes arrivés au terme de la phase aiguë de la pandémie de Covid-19 et avons consolidé le besoin pour des nouveaux instruments et approches pour répondre à la nouvelle phase de cette pandémie en pleine évolution. Cette nouvelle phase exige que l'on passe des campagnes de masse de la vaccination du Covid-19 qui joue un rôle extrêmement important pour toucher les populations cibles rapidement et une approche durable pour les mesures de prévention et de réponse contre la Covid-19 sont intégrées dans les structures de services de santé primaires. Nous nous concentrons aujourd'hui sur l'intégration des réponses à la Covid-19 dans les systèmes de santé national, en particulier les services de santé primaire, afin que tous les pays soient prêts à prévenir et détecter la Covid et réagir avec les traitements et les soins pour les personnes infectées dans le cadre des services de santé de routine. Nous avons une définition intégrée, une définition commune de l'intégration des principes fondamentaux pour guider ces efforts au niveau de l'USAID. Nous avons adopté cette définition avec une petite modification pour refléter la programmation de la COVID au-delà de la vaccination, pour inclure les tests et les traitements, l'adoption partielle ou intégrale des activités de riposte à la COVID-19 avec la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins dans les services de programmes nationaux, y compris les programmes d'immunisation, les services de santé primaire ou PHC et tout autre service de santé primaire pertinent. Le but global étant d'améliorer l'efficacité des programmes et leur durabilité, renforcer et améliorer la demande et améliorer la satisfaction des utilisateurs, parvenir et maintenir une couverture satisfaisante et répondre aux inégalités. Nous demeurons également pleinement conformes avec les principes fondamentaux d'une couverture qui soit équitable, axée sur l'humain, spécifique au contexte et avec des services optimisés. En dépit de l'accord universel sur le besoin d'intégrer les ripostes à la COVID-19 dans les services de santé primaire, l'opérationnalisation de cette intégration demeure un défi. Les décideurs et les travailleurs de santé ont besoin de directives sur la manière de mettre en œuvre ces changements à différents niveaux pour parvenir à l'intégration souhaitée. Lors du séminaire de la semaine dernière, nous avons mis en lumière certains des outils et des approches sur l'intégration de la COVID au niveau national et les parties prenantes essaient de répondre à la question du comment. La semaine dernière, j'ai fait part d'une ressource complémentaire qui s'ajoute aux directives pour l'intégration de l'OMS et de l'UNICEF qui est le compendium pour les activités secondaires pour l'intégration de la riposte à la COVID-19 de l'USAID. Ce compendium fournit des grandes lignes systématiques des activités secondaires organisées autour du cadre des systèmes de santé de l'OMS comme les ressources de l'UNICEF et de l'OMS. Le webinaire de cette semaine va mettre en lumière l'importance des systèmes d'information de santé et c'est ce que vous voyez ici en rouge et vous faire part des exemples de systèmes de gestion des données électroniques de l'Afrique du Sud, comme avec toutes les urgences de santé publique, des informations fiables et cohérentes sont essentielles dans les efforts pour mettre un terme à la dissémination de la COVID-19 dans le monde entier. Les systèmes d'information de santé et les technologies de santé numérique sont utilisés à l'appui des communications et du partage de l'information, du suivi de la maladie et de la surveillance, ainsi que de la prestation des services de santé, y compris les vaccinations contre la COVID-19. Pendant toute la pandémie, l'USAID et ses partenaires ont investi dans les systèmes de données et de gestion qui sont nécessaires pour saisir les données concernant la vaccination de la COVID-19, assurer un suivi, voir quelles sont les carences en temps réel, réduire les retards et aider les gouvernements pour la prise de décision fondée sur les données. Dans certains cas, le rythme de la pandémie a exigé l'utilisation de tableaux de bord et d'outils indépendants. Alors que nous continuons à procéder à cette intégration, le maintien d'une concentration axée sur les données pour la COVID va nous aider à continuer pour atteindre les populations de haute priorité, ce qui ne peut être possible que si les données sont intégrées dans les systèmes existants pour assurer leur pertinence et une utilisation facile. L'USAID est très intéressé par un soutien aux systèmes d'information de santé et les données y afférentes pour continuer à renforcer les progrès en matière de données de santé réalisés au niveau de la pandémie. Un grand nombre de ces investissements ont été faits grâce à des mécanismes et des systèmes d'information de santé et de
santé numérique, y compris Data FI, CHISU et Digital Square. J'aimerais vous donner quelques exemples de pays pour que nous puissions nous préparer aux grandes présentations d'aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, le programme GlobalVax a fourni un soutien qui a été utilisé pour intégrer la collecte des données et les rapports y afférents sur la COVID-19 dans le système DHIS2 national, ce qui a permis une utilisation opportune des données pour informer la prise de décision et orienter les programmes contre la COVID-19 au niveau national, régional et de district. En Tanzanie, l'USAID a doté les équipes de gestion de santé des communautés et des régions sur 5 régions avec les aptitudes techniques nécessaires pour utiliser l'appli Chanco Covid, un outil numérique utilisé pour assurer le suivi des données sur la vaccination contre la COVID-19. L'USAID a également appuyé le développement d'une version qui n'est pas en ligne de cette appli pour utilisation dans les zones où il n'y a pas une connexion stable avec l'Internet. Au Honduras, l'USAID a appuyé la mise en œuvre de salles d'opération qui ont rassemblé une équipe de leadership multisectorielle pour une évaluation et une coordination soutenue et structurée des données pour renforcer la riposte du pays à la COVID-19. Cette pratique s'est traduite par une capacité améliorée de leadership pour l'utilisation des données pour planifier et prendre des décisions fondées sur des éléments probants. L'approche retenue est déjà adaptée au Honduras pour faire face à d'autres questions de santé, notamment la tuberculose, la grippe et la mortalité maternelle et d'autres. Au Eswatini, le ministère de la Santé, avec le soutien de GlobalVax, a élaboré et lancé ISWAVAX, un registre de vaccination contre la COVID-19 de nature électronique et d'un système de collecte des données qui saisit non seulement les données sur la vaccination de la COVID-19, mais également les données sur l'approvisionnement en vaccins, les systèmes de chaîne du froid et les événements suivant les vaccinations. L'Iwastini travaille aujourd'hui pour intégrer l'ISWAVAX dans le système de gestion des informations sur les clients. En conclusion, ces exemples jettent les bases nécessaires pour un examen approfondi du système SEVD de l'Afrique du Sud, un exemple remarquable d'une plateforme numérique et d'un système de gestion complexe qui permet à l'Afrique du Sud de planifier et de mettre en œuvre le lancement des vaccins contre la COVID-19. Et ceci dit, maintenant, Hina, je vous redonne la parole. Thanks so much for that, Christina. There are some of you wondering if there was slides. She was just actually speaking through the experience. Merci, Christina. D'aucuns se demandaient s'il ne manquait pas de diapos, mais en fait, elle parlait de tête par rapport à sa connaissance des informations. Si vous avez des questions à poser, nous avons prévu du temps pour cela. Et donc, je voulais vous parler de l'intégration en Afrique du Sud et vous parler de ce qu'il va se passer. En janvier 2022, les objectifs clés en Afrique du Sud ont été de vacciner une majorité de la population. En Afrique du Sud, nous avions déjà commencé à vacciner les populations prioritaires et les populations ayant le risque le plus élevé de COVID-19, de maladies graves ou de mortalité. Donc, car ceci a fait partie intégrante et critique de la stratégie de l'Afrique du Sud. Et donc, nous cherchons à intégrer maintenant la vaccination contre la COVID-19 dans les soins de santé de routine. L'intégration commence au niveau national et descend jusqu'au niveau de l'établissement. Donc, dès le début, le ministère de la Santé a pris la direction. Nous avons créé un bureau de direction et nous avons créé également un système national, un système électronique national de données de vaccination afin d'accélérer ce système. Il y a eu une coordination qui a été établie.
ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit là d'un programme tout au long du cycle de vie de vaccination globale. Et donc, l'intégration de la vaccination contre la COVID-19 dans les établissements de santé, l'appui aux procédures, le nettoyage des instruments, nous avons également mis en place un programme de vaccination dans les écoles. Donc, atteindre les populations prioritaires est important, mais il faut déterminer où se trouvent ces populations prioritaires et voir quels sont les décalages. Nous avons mis ici les districts PEPFAR et d'autres. Et nous avons également mobilisé des parties prenantes nombreuses, par exemple, qui interviennent auprès des personnes âgées, les leaders religieux qui œuvrent dans les églises, et ceci pour veiller à ce que nous puissions atteindre les personnes âgées, les personnes souffrant de comorbidité et autres, les personnes à risque. Donc, nous avons également effectué une sensibilisation très vaste avec le programme Global Vax afin de pouvoir fournir d'autres services de santé. Par exemple, hormis l'intégration du vaccin contre la COVID, quelqu'un du ministère de la Santé offrait des services de dépistage du diabète et de l'hypertension. Il y avait des services de lutte contre le VIH et autres. Et à cette époque, nous avions une épidémie de variole et donc nous avons également intégré cette dimension. Donc, nous le faisons. Nous avons donc des activités de sensibilisation qui permettent de fournir tout un ensemble de services intégrés et fort nombreux, coordonnés. Nous avons élaboré de nouvelles relations avec les parties prenantes, les personnes âgées, par exemple, et nous avons remarqué que les personnes âgées, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'écoles publiques que d'établissements de santé, et nous sommes aperçus qu'une grande partie des personnes âgées se faisaient vacciner dans les établissements scolaires. Et c'est pourquoi nous avons intégré cette vaccination contre la COVID dans les programmes de vaccination des établissements scolaires, ce qui a permis de vacciner des personnes âgées également et d'intégrer la vaccination contre la COVID-19 dans les services de vaccination en général. Donc, Marion Schoenfeld va vous parler du processus d'intégration de l'Afrique du Sud et présenter l'approche du gouvernement et le plan d'intégration du pays. Merci beaucoup. Je vais revenir dans le temps et vous revenir au moment où la pandémie n'a plus été une urgence nationale. Nous avions donc nous avions eu plus de 4 millions de personnes atteintes de la COVID. Vous pouvez voir aussi sur cette diapo l'accumulation de cas. Et si nous passons à la diapo suivante, vous verrez les objectifs principaux de notre programme de vaccination contre la COVID. Et le premier objectif était de prévenir le plus possible de cas de COVID-19 graves et de décès aussi rapidement que possible. Et nous avons donc ensuite, premièrement, couvert la population la plus à risque jusqu'à la population qui était moins à risque. Et notre deuxième objectif était de couvrir 70% de la population adulte. Et enfin, la deuxième stratégie consistait à vacciner autant de personnes que possible. Dans la communauté,
Nous avons mis en place des centres de vaccination mobiles. Et nous nous sommes rendus dans des écoles, des églises, des établissements scolaires. Et donc, le programme dans son ensemble cherchait à couvrir le plus de personnes possible et à minimiser les effets financiers sur notre économie de ces initiatives. Et donc, vous pouvez voir sur cette diapo les différentes phases de notre approche. Donc, au début, nous avons décidé de vacciner les travailleurs de la santé de première ligne. Puis, la phase 2 a permis de vacciner les travailleurs essentiels et les personnes de moins de 60 ans. Donc, dans cette phase, nous avons… L'interprète entend très mal. Donc, dans cette phase 2, nous avons commencé à vacciner les personnes qui étaient âgées de moins de 60 ans, les personnes âgées de moins de 18 ans avec des comorbidités. Nous avons également effectué des activités de sensibilisation. Dans la phase 3, nous avons poursuivi la vaccination et nous sommes passés à une stratégie de vaccination de routine avec des sites mobiles de vaccination. La vaccination était ouverte à toutes et à tous. Et nous avions un approvisionnement en vaccins qui était largement suffisant. Donc, nous pouvions vacciner les personnes à risque élevé ou à faible risque. Si vous regardez les différentes étapes de notre situation de vaccination, un comité consultatif ministériel sur le vaccin a été établi en septembre 2020. Cette commission avait pour objet de réunir toutes les informations. L'interprète n'entend pas. Et également identifier les personnes à haut risque de contracter le virus et de conseiller les autorités sanitaires. Et donc, il y a eu ensuite un déploiement du programme. Et donc, la distribution du vaccin a commencé à s'effectuer. Un accord bilatéral a été signé avec les sociétés fournissant des vaccins, Johnson & Johnson et Pfizer. L'interprète n'entend pas. Program for COVID-19 vaccine. If you look at the different months, you can see how we moved from extending it to the 50-year population. En juillet 2021, nous avons ouvert la vaccination aux personnes âgées de 50 ans et plus. Puis, en août 2021, aux personnes âgées de 35 années et plus et aux personnes de 18 ans et plus. Je crois que vous avez des problèmes de connexion Internet et on entend deux mots toutes les quelques secondes. Désolée. Est-ce que cela va mieux? Let me check. Is that better? Yeah, that is better. Thanks so much, Mary. Okay, sure. Sorry Oui, c'est about that. beaucoup mieux. Désolée. Then you can see that in Vous January, pouvez we ensuite voir qu'en janvier,
And from Nous there, avons commencé à recevoir l'appui de ADAPT et mis en place un bureau de gestion nationale du programme de vaccination. Et en mai 2023, nous avons introduit la formulation pédiatrique du vaccin pour les enfants âgés de 5 à 11 ans les plus à risque. Vous pouvez donc constater qu'en mai, nous vaccinions principalement les travailleurs de la santé, conformément à l'accord que nous avions avec Janssen. Et à partir du 17 mai, vous pouvez constater une augmentation brutale du nombre de vaccinations. Et entre juillet 2021 et janvier 2022, il y a eu depuis juillet 2022, on a constaté un déclin du nombre de vaccinations. La date de péremption du vaccin Pfizer a été étendue. Si l'on passe à la diapo suivante, on peut voir quelle est la couverture avec les différents groupes d'âge. Et donc, c'est là qu'on voit qu'il y a bien eu une approche progressive. Nous n'avons pas placé les travailleurs sanitaires de première ligne séparément, mais il est certain qu'au début de notre programme de vaccination, ils ont été intégrés très rapidement. Donc, on constate qu'il y a une couverture vaccinale de 66% pour les personnes âgées de 60 ans et plus, 65-84 pour les personnes âgées de 50 à 59 et donc, de façon générale, 49,5% de la population a pu être vaccinée. Sur cette diapo, je souligne les réussites et les difficultés. Premièrement, nous avons reçu un soutien, une coordination extrêmement élevée par les structures techniques et de gouvernement que nous avions mis en place. Il s'est agi d'une approche pan-gouvernementale qui a contribué à la réussite de notre programme d'immunisation, même si nous avons eu des difficultés à nous assurer de disposer de suffisamment de vaccins. Nous avons réussi néanmoins à conclure des accords bilatéraux pour avoir un approvisionnement en vaccins suffisant. Et dans le cadre de l'accord COVAX, nous avons également pu recevoir davantage de vaccins, ce qui nous a énormément aidé lorsque nous avions des difficultés d'approvisionnement avec les accords que nous avions déjà signés pour nos vaccins. En raison de notre approche ciblée qui était fondée sur l'âge, donc population à risque et travailleurs de la santé. Nous avons également mis en place un programme unique qui était basé sur un réseau de sites de vaccination dans le secteur public, privé et sur le lieu de travail. Ce que ce programme nous a permis de faire a été d'avoir une intégration régulière. Ceci nous a permis de mettre en place des systèmes de données électroniques pour pouvoir fournir des données sur la couverture vaccinale. Et ceci nous a également permis, lorsque nous recevions des vaccins, de les distribuer le plus rapidement possible là où les personnes en avaient besoin. Une des choses les plus intéressantes qui s'est produite a été le développement du système électronique de données sur la vaccination qui nous a fourni des données de grande qualité, des données sur les programmes de vaccination également et qui nous a permis de les distribuer en fonction des besoins et en fonction des groupes d'âge.
ce qui a permis de mettre en place une activité de création de la demande. Des investissements importants ont également été faits au niveau des programmes de vaccination. C'est un exemple ici que nous avons, mais il a fallu améliorer la capacité que nous avons en termes de la chaîne du froid et non seulement sa contenance, mais sa qualité, avec différents systèmes qui ont permis une amélioration de la supervision, de surveillance, la distribution des vaccins au niveau du secteur privé également. Et puis, des améliorations ont été apportées au niveau des systèmes de sécurité, de surveillance de la sécurité des vaccins, avec des applications électroniques, le système étant utilisé dans tous les contextes, ce qui permet de meilleures relations entre notre système réglementaire, les systèmes de prévention et pour permettre un renforcement de la sécurité et de la surveillance des vaccins. Nous avons également utilisé une autre plateforme qui a servi à former nos participants et les superviseurs de ce système. Ceci est sur la plateforme de connaissances du département. Nous avons, en quelques mois, pu renforcer ce qui a été fait. C'était des résultats tout à fait remarquables. Il a fallu utiliser ces plateformes progressives. Cela a permis beaucoup de progrès. Nous avons mis en place un système qui a permis une bonne cohérence au niveau des programmes, informés par le comité consultatif ministériel, différentes circulaires, qui a permis une meilleure gestion du programme en veillant à ce que seules les personnes qui en ont besoin reçoivent le vaccin au moment voulu. Il a fallu également aller de l'avant au niveau de l'administration des vaccins pour voir, en particulier pour les adultes, pour voir s'il fallait davantage de vaccins, s'il fallait combiner avec le vaccin contre le VIH dans le contexte des services de routine qui sont fournis. Parmi les autres défis auxquels nous continuons d'être confrontés au fil du temps, la demande limitée pour les vaccins, malgré la couverture, n'est que malgré tout uniquement de 50% des adultes. Les vaccins devant être jetés et il est difficile de maintenir ces efforts de vaccins. Donc, nous n'avons pu, je le répète, toucher que 50% de l'ensemble de notre population et en fin de parcours, après, les vaccins arrivent à expiration et nous ne pouvons pas les utiliser. Voilà, c'était ma dernière diapositive. Je vous remercie infiniment. Merci, Marion. Excellent pour votre et merci à notre public pour toutes leurs questions. Merci de continuer à les poster dans la fenêtre de chat. Avant de plonger dans notre séance suivante, nous allons lancer un petit sondage. Nous aimerions vous poser deux questions. Votre pays a-t-il intégré la vaccination dans les services de santé de routine? Oui, non ou je ne sais pas. Et deuxième question, à votre connaissance, votre pays dispose-t-il d'un système électronique de gestion des données de vaccination utilisées dans le cadre de la riposte au virus COVID-19? Répondez oui, non ou je ne sais pas. Toutes les réponses sont bien sûr recueillies de manière anonyme. Si vous avez une expérience avec un système de gestion des données de vaccination de nature électronique, nous aimerions avoir davantage de détails. N'hésitez pas à en indiquer les succès et les difficultés dans la fenêtre de chat. Nous allons attendre quelques minutes, puis nous allons clore ce sondage.
Go ahead and end the poll. I think Voilà, la most- conclusion du sondage. Je crois que la plupart d'entre vous ont répondu. Excellent, je vous remercie. Voici les résultats. 78% ont enregistré un degré d'intégration de la vaccination dans les services de santé de routine. Très bien. Il est intéressant de noter que 15% d'entre vous ont indiqué que le pays avait un système il y avait intégré la vaccination et les services de santé de routine. Dans la présentation de l'Afrique du Sud, c'est quelque chose qui est important. Nous vous demandons de faire part de vos expériences dans la fenêtre de chat, même s'il s'agissait de difficultés, mais on tire des enseignements, même des difficultés. Eh bien, sans plus attendre, je vais inviter Wendy à nous parler de l'intégration de la vaccination dans les services de santé de routine dans la partie Est du CAP. Merci. Wendy, bonjour. Bonjour à tous. Merci de me permettre de vous faire part de l'intégration, de l'expérience de l'intégration dans la région Est du CAP. Diapositive suivante. Le programme de vaccination et son bureau de gestion, ou VPMO, a été établi en février-mars 2022 pour assurer la direction directe et le soutien direct au département national de santé avec le développement de lignes directrices, directives, politiques nationales, procédures standards et stratégies à l'appui de la mise en œuvre de la continuité du programme de vaccination contre la COVID-19. Le VPMO est le lien essentiel entre le département national et provinces pour assurer qu'il y a une concrétisation des politiques. Il y a 4 grands domaines thématiques, à savoir le renforcement des systèmes de santé, la gestion des chaînes d'approvisionnement et l'AEFIS, le système de données de vaccination électronique, la création de la demande. La partie Est du CAP est la première province en Afrique du Sud où on a organisé un atelier de 2 jours au cours duquel une structure provinciale VPMO a été mise en place et les impératifs de la mise en place ont été soulignés et concrétisés. Le programme ADAPT de l'USAID fournit aujourd'hui un soutien direct à 5 provinces de l'Afrique du Sud, dont la partie du Cap oriental, ce soutien inclut des services de vulgarisation mobile, une assistance technique pour intégrer le vaccin contre la COVID-19 dans des soins de routine. Ce niveau d'effort a changé au fil du temps avec une réduction importante de la vulgarisation mobile et un accent placé de plus en plus sur l'intégration. La région du Cap oriental représente environ 11% de la population du pays avec 4,94 millions d'adultes qui peuvent bénéficier du vaccin contre la COVID-19. Une grande dépendance existe sur les financements sociaux. 40% de la population vivant dans des petits villages isolés avec un accès limité aux services de soins de santé. L'intégration et la disponibilité des vaccins dans ces installations sont essentielles pour garantir un accès continu aux vaccins et faire face au problème de l'équité. Le pourcentage actuel du nombre de personnes pleinement vaccinées de 45%, 54% ayant reçu au moins une dose dans l'ensemble de la population. En Afrique du Sud, en 2021, le lancement du vaccin contre la COVID-19 était un programme isolé, entrepris par le biais d'une vulgarisation mobile, de services basés dans les centres publics et le secteur privé, avec le soutien du programme équipe de l'USAID. Avant le lancement du programme général de vaccination, le Cap oriental a commencé à déployer des efforts en rédigeant une stratégie de vaccination début 2021 pour déterminer quoi, comment, où et de quelle manière. Le lancement national a commencé en mai 2021 avec des impératifs très stricts, à savoir que les sites primaires détiennent les vaccins, des licences indiquées au niveau de la section 22 à 15 pour permettre à l'installation de recevoir et de stocker les vaccins du jour au lendemain, avec des impératifs très stricts en termes de chaîne du froid, y compris un système de visibilité des stocks de vaccins contre la COVID-19 séparé du SVS traditionnel, une formation et un enregistrement précis du personnel infirmier et des responsables de la saisie des données sur le SEVD, avec des
informations et des formations liées aux personnes particulières, des équipements tels que des ordinateurs ou des tablettes et des données pour les responsables de la vaccination et pour aider la population éligible à s'inscrire, des transports qui sont affectés pour fournir pour établir des sites de vaccination secondaire contre la COVID-19, une connectivité pour les soumissions à la SEVD en temps réel, l'établissement de sites de vaccins isolés réservés aux vaccins contre la COVID-19 au sein des installations, les personnels infirmiers responsables de la saisie des données du secteur public se sont vus déchargés de leurs responsabilités traditionnelles pour participer aux efforts de vulgarisation mobile et aux services de vaccination fondés sur les installations. En 2021, un grand nombre de bailleurs de fonds et de partenaires ont fourni un soutien à l'effort de vaccination et le programme vertical, qui a été coûteux, n'était pas tenable. En début de l'année 2022, le Cap-Oriental a commencé ses efforts d'intégration pour tirer parti du soutien du VPMO national et en particulier garantir un accès continu aux vaccins contre la COVID-19 au fur et à mesure que se réduisaient les efforts de vulgarisation mobile et que le personnel a repris ses occupations traditionnelles. En avril 2022, un atelier de planification pour la mise à échelle pour la vaccination contre le COVID-19 a été organisé dans la province du Cap-Oriental en collaboration avec le VPMO national. Cet atelier a vu des résultats qui ont été intégrés dans une stratégie provinciale à haut niveau dans laquelle on intégrait la vaccination contre la COVID-19 dans les services de santé de routine, ce qui était essentiel. Par le VPMO, la province a également développé des procédures opérationnelles standards de haut niveau pour guider l'intégration de la vaccination dans les services de santé de routine. Le programme ADAPT de l'USAID a nommé et assuré une formation d'équipe tournante pour l'intégration pour fournir une assistance technique. En collaboration avec le ministère de la Santé, les installations ont donné la priorité au recrutement, au soutien direct et à la maintenance. Des installations supplémentaires ont été incluses chaque trimestre. La DAPT appuyant maintenant 244 installations dans la région du Cap-Oriental, 28% de l'ensemble des installations de santé publique de la province. Les équipes ADAPT ont également entrepris une formation à l'échelle du district sur l'intégration, le SEVD et la création de demandes. Cette formation incluant tant des installations appuyées par le programme ADAPT que pas par le programme ADAPT. On est passé d'un programme vertical à une intégration, ce qui présente bien sûr des difficultés renforcées par les impératifs liés au vaccin contre la COVID-19 dans le contexte d'Afrique du Sud. Dans la plupart des cas, le personnel a repris ses occupations traditionnelles. Des sites de vaccination indépendants ont été démantelés. Les activités de vulgarisation mobile contre la COVID-19 sont revenues aux services de santé primaire et les vaccins n'étaient pas toujours inclus dans ces montages. Une fois que l'obligation de port du masque à l'échelle nationale a été limitée, la perception générale était que la COVID-19 était dans le passé. C'est l'environnement dans lequel les programmes ADAPT ont dû commencer le recrutement et l'assistance technique. Les conditions variaient d'une installation à l'autre, certaines indiquant une résistance, faisant preuve d'une résistance marquée, alors que d'autres appuyaient et faisaient ce soutien. Le programme ADAPT a établi 4 équipes tournantes qui fournissent une assistance technique directe aux installations de priorité dans 7 des districts de la province. Chaque équipe inclut un spécialiste de l'AHS, des pharmaciens, un responsable ME et SEVD et un responsable de la création de la demande. La composition correspond aux 4 axes du VPMO. Ce programme de travail inclut une réunion d'introduction, une évaluation complète de niveau de préparation des installations liées au plan d'amélioration de la capacité et des visites répétées pour faire face aux lacunes. Dès le début, l'équipe ADAPT du Cap-Oriental a mis sur pied des outils de suivi pour suivre la performance et surtout les équipes ont travaillé avec d'autres partenaires tels que les représentations de la province pour l'OMS qui travaillaient sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la prestation des services au niveau des soins de santé primaires. L'équipe pharmacie a également fourni son soutien à la distribution et à l'opérationnalisation de l'équipement de la chaîne du froid qui a été donné par la KFW. Si chaque équipe
à des domaines de concentration particuliers. Le travail d'équipe est essentiel pour répondre aux problèmes de relations entre les différents piliers. Les responsabilités des équipes couvrent tous les aspects de la chaîne de valeur de la COVID-19 et exigent un engagement avec toute une série de personnels des installations, des responsables des opérations, au personnel infirmier professionnel, aux personnes responsables de la saisie des données, au soutien administratif, aux pharmaciens et aux travailleurs de santé au niveau communautaire. Chacun joue un rôle crucial. Une rupture à tout niveau de la chaîne contribuera non seulement à une sous-performance au niveau des installations, mais à d'autres problèmes. Par exemple, si le responsable des opérations soutient le besoin pour une intégration, mais que le personnel infirmier ne fournit pas de vaccins fournis directement, le nombre de personnes vaccinées sera faible ou ne se produira pas. Il s'agit de renforcer les équipes. Les difficultés rencontrées par les équipes itinérantes dans les établissements de santé concernaient toute la chaîne de valeur de la vaccination. Certains sont faciles et rapides à résoudre, expiration des certificats de systèmes informatiques, manque de connaissances, mauvaise utilisation du matériel, de la chaîne du froid et disponibilité du matériel nécessaire à la création de la demande. Mais d'autres échappent au contrôle de l'équipe, comme par exemple le manque de connectivité, peu d'espace dans les parties de pharmacie, délestage et absence de générateur de secours. Et donc, au bout de 6 mois d'engagement, il était évident qu'il fallait qu'ADAPT introduise une nouvelle stratégie de changement de qualité. Et donc, ce nouveau système a été mis en place. Et donc, nous avons, au résultat, nous avons obtenu des résultats encourageants une fois que nous avons mis en place ce nouveau système. L'expérience d'ADAPT démontre que lorsqu'un problème est résolu, d'autres problèmes apparaissent. Et nous avons appelé ceci la cascade des problèmes. Par exemple, la fourniture d'un frigo pour les vaccins, mais ensuite un approvisionnement en électricité qui est intermittent, l'absence de générateur de secours, etc. Et donc, il nous faut avoir une approche globale et qui traite de tous les sujets afin de pouvoir faire face à toutes les situations. L'équipe d'ADAPT a appris très tôt, dès le début du processus d'intégration, qu'il était nécessaire de rationaliser les outils de collecte et de gestion des données. La réponse de l'équipe de la province du Cap-Oriental remonte à son habitude d'utiliser des données pour prendre des décisions. Le tableau de bord d'intégration en temps réel a permis au programme d'identifier rapidement les domaines communs qui nécessitaient des interventions allant au-delà de l'établissement et qui concernaient le district, voire parfois le sous-district ou même encore le district. Et donc, il a fallu mettre en place également un système afin de pouvoir étudier les données nationales et provinciales. Le suivi a mis en évidence la nécessité d'un nouvel axe de travail dont je vais parler. Les données du Centre d'information sur la santé montrent que l'on repose de plus en plus sur les vaccins contre la COVID-19. C'est passé de 88% des premiers sites de vaccination appartiennent au public, sont des centres publics.
Il est très important de constater que le vaccin contre la COVID-19 nous offre la possibilité de proposer une plateforme générale pour la vaccination des adultes pour toutes les maladies. Et donc, les données montrent que les installations qui bénéficient d'un soutien direct enregistrent de bonnes performances. Les établissements ne bénéficiant pas d'un soutien aussi important ont pris du retard dans la vaccination. Et donc, il faut accroître le niveau d'effort au niveau provincial pour garantir qu'il y aura un impact direct sur les districts, les sous-districts et partant les établissements. Ceci montre bien le niveau d'effort qu'il faut déployer à tous les niveaux. Les enseignements tirés de la province du Cap oriental peuvent être transposés dans le programme national ADAPT. La structure des équipes itinérantes a été reproduite dans d'autres provinces. Le tableau de bord de l'évaluation de l'état de préparation des installations montre maintenant toutes les provinces qui bénéficient du soutien d'ADAPT. La nécessité de gérer le changement qui a été étendu au KwaZulu-Natal a montré qu'il fallait faire ceci de façon coordonnée. Enfin, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Wendy. Nous allons voir comment les politiques au niveau national en matière de vaccins contre la COVID ont été mis en place et les grandes réalisations qui ont été enregistrées. Nous allons maintenant voir quelques questions. La première, comment avez-vous pu surmonter le sentiment anti-vaccination de la part des personnels de première ligne? Merci. Avec l'appui d'ADAPT, nous avons effectué une étude qui a constitué un outil très utile nous permettant de comprendre ce qu'il se passait au sein des communautés et qu'entendaient les communautés concernant les effets secondaires, par exemple, leur perception, la formation et encore la formation au sein des communautés, parler aux agents de santé, leur fournir toutes les informations qu'ils demandent, mieux faire passer l'information, rectifier les préjugés et corriger les fausses informations. Il y avait également un commentaire en français qui concernait l'expérience dans les programmes de vaccination, qui dit que notre système de vaccination dispose d'un programme spécial de vaccination de routine avec le Gavi et d'autres projets. La vaccination est une activité où seule la population œuvre pour permettre une couverture vaccinale sans avoir de motivation financière. Et ceci parce que les pouvoirs publics se gardent l'argent qui est prévu pour la motivation et donc seuls les bénévoles peuvent assurer la vaccination et ceci n'atteint pas les populations des zones reculées. Ma proposition serait de mettre en place un système communautaire parallèle géré par les communautés, ce qui donnerait de meilleurs résultats. Au Congo, seuls les chefs-lieux des grandes villes offrent la vaccination et les populations des zones isolées ne reçoivent pratiquement pas de doses régulièrement. Donc, je pensais que vous pourriez parler de ceci. Il s'agit d'une population très hétérogène. Quelles sont les
l'expérience que vous avez eue pour toucher les populations les plus reculées? Comment des réseaux communautaires ont-ils pu être mis en place pour atteindre ces populations très éloignées? Merci, c'est une question très précieuse, je pense. Je vais vous parler de notre expérience dans le Cap oriental. Dans le Cap oriental, nous avons, pour atteindre les populations se trouvant dans des zones rurales très éloignées, nous avons employé un système qui nous permettait de travailler avec les leaders traditionnels, les leaders religieux et vérifier que ces populations étaient bien informées avant que nous ne débutions une campagne de vaccination auprès de ces populations. Et vous l'avez dit dans votre présentation, il y a davantage d'écoles que de centres de santé en Afrique du Sud et donc nous avons utilisé les établissements scolaires pour vacciner non seulement les enfants mais également les autres membres des communautés. Et dans les zones rurales éloignées, nous avons pu toucher les personnes âgées de ces communautés et nous avons réussi à obtenir une bonne couverture vaccinale des personnes âgées de plus de 50 ans. Dans le Cap oriental, nous n'avons pas utilisé de motivation pour encourager les gens à se faire vacciner. Nous nous sommes aperçus que si on offre une incitation à la vaccination, eh bien, cette information se propage dans la communauté très rapidement et les résultats risquent d'être très coûteux. Donc, nous avons décidé qu'il fallait encourager les gens à se faire vacciner et à adopter un comportement sanitaire positif. Merci Wendy. Il y a d'autres questions, je vais les lire. Marianne, je pense que vous seriez bien placée pour y répondre. La première était, dans le cadre de ces efforts d'intégration, le gouvernement a-t-il mis en place une budgétisation pour l'intégration des vaccins dans les cycles de budgétisation et de routine? Quelles sont les perspectives à l'échelle nationale et sous-nationale? Et deuxième question, est-il vrai que le vaccin Johnson & Johnson est en arrêt de fabrication? Si oui, pourquoi? Oui, c'est vrai que le vaccin Johnson & Johnson n'est plus fabriqué. Nous l'avons déployé dans le contexte sud-africain parce qu'il était nécessaire que d'utiliser une seule dose, ce qui était très attrayant pour la plupart des pays. La distribution du vaccin était également plus facilitée selon le contexte, en région des questions de température, pour des raisons de température. Et ce vaccin était également disponible dans des conditionnements qui étaient plus faciles à utiliser pour nous. Et c'est vrai qu'il y a un déclin de la demande pour ces vaccins, donc c'est sans doute pour cela. Et on est en train de passer à des vaccins qui sont utilisés par la majorité de la population mondiale. Il n'y aura plus de financement centralisé pour le programme de vaccination contre la COVID-19. Ce sera intégré dans la fourniture d'autres services de santé. Nous allons encore continuer à fournir des vaccins pour les populations à haut risque. Merci. Merci Marianne. Je vais m'arrêter avant de poser les questions suivantes. Nous risquons de nous trouver à court de temps. Maintenant, nous avons Milani qui va examiner de plus près l'ampleur de la mise en œuvre des systèmes de vaccination électronique, des systèmes électroniques de recueil des données sur la vaccination en Afrique du Sud. Merci de cette initiative, dit Milani. C'est un grand honneur pour moi que de vous faire part de notre système de SEVD.
Je commence par le contexte politique parce que, comme l'a dit Marianne, l'une des grandes questions les plus complexes du système d'Afrique du Sud, c'est la création, l'établissement d'une collaboration entre le secteur privé et le secteur public. La décision politique a été prise que le système serait adopté comme étant que le SEVDS serait adopté comme le système officiel pour la saisie des événements concernant la vaccination contre la COVID-19 par l'ensemble des points de service de vaccination de l'Afrique du Sud. C'est la première fois de l'histoire de l'Afrique du Sud qu'un système d'information élaboré par le gouvernement, appartenant au gouvernement, financé par le gouvernement, a été adopté ainsi pour une mise en œuvre tant par le secteur public que par le secteur privé. Pour nous, c'est un grand progrès et cela a permis d'économiser des ressources et du temps pour un grand nombre d'autres collaborations cruciales. Lorsque nous parlons du système SEVD, nous parlons d'un écosystème qui se compose d'un grand nombre d'éléments, chacun d'entre eux et chacune des solutions y afférentes constituant le système. Le premier concernait l'inscription des populations, les prises de rendez-vous, indiquant aux personnes où elles pouvaient aller pour se faire vacciner. Au début du programme de vaccination, il y avait des doses de vaccins en quantité limitée. Il fallait s'assurer que les vaccins étaient distribués de manière équitable et que les systèmes de prise de rendez-vous soient équitables. Le système d'inscription a permis une auto-inscription sur des formulaires de demande ou d'une inscription avec un soutien sur le site de vaccination lui-même. L'Afrique du Sud a une plateforme et l'utilisation de cette plateforme nous a permis de créer les systèmes nécessaires pour les sites de vaccination et permettre une sélection de sites, une activation des sites et aussi comment on approuve les sites afin que ceux-ci correspondent aux besoins pour l'administration des vaccins contre la COVID. Au niveau des sites, il fallait l'obtention d'un permis, cela relevait de notre législation pour permettre l'administration des vaccins contre la COVID. Pour ce qui est de la saisie des données, on a commencé par la vérification de ce que la personne pouvait faire ou devait faire au niveau de l'inscription, si elle était éligible notamment. Une administration, après la vérification des détails démographiques, on prenait tous les détails concernant le vaccin, de qui en était le fabricant, etc. Puis la personne pouvait recevoir un rendez-vous pour le deuxième vaccin ou si c'était un rappel, on leur disait quand il fallait qu'ils reviennent pour ce rappel. Ce système, pardon, j'ai oublié un élément important, la plateforme d'information et de données, le département de la santé de l'Afrique du Sud est propriétaire de cette vaste plateforme et ils nous ont permis, au début du programme de vaccination, d'y placer les données avec une mise à jour automatique des tableaux de bord et des données. Et au fur et à mesure du nombre de vaccinations par jour, il a été possible de mettre à jour, je le disais, les tableaux de bord. Cela nous a également permis d'informer le public sur une base quotidienne quant aux détails relatifs au programme de vaccination. Nous avions un tableau de bord public mis à disposition sur le site et toute personne ayant accès à l'Internet pouvait avoir accès à ces informations. Les informations recueillies par le biais de ce système SEVD
then also informed the stock visibility. Fournissait des informations qui permettaient de déterminer comment prendre les mesures suivantes. On pouvait déterminer où se trouvaient les sites de vaccination, quelles étaient les données sur l'utilisation, quelles étaient les données concernant le gaspillage ou la perte de vaccins pour expiration, etc. So the EBDS was designed in a Le very, système est un système COVID vaccination program. pour le programme de vaccination de la COVID qui est très complexe, avec des changements constants, des processus cruciaux. Un certain nombre de choses n'étaient pas forcément parfaitement claires. Les délais, par exemple, entre les 2 doses de vaccin Pfizer contre les doses de vaccin Johnson & Johnson. Donc, le SEDV a été conçu de telle manière qu'il puisse répondre aux besoins du programme de vaccination. Like indicated, it was the authoritative registry to track the various vaccination program metrics. Le SEDV fournissait un registre complet qui assurait le suivi de la matrice du programme de vaccination, couverture, pharmacovigilance, pour enrayer la pandémie. En termes de responsabilisation, le SEDV contient des données qui, combinées avec les données sur l'acquisition des vaccins, peut indiquer la situation d'approvisionnement en temps réel, réduire le gaspillage, informer les projections de vaccination ultérieures pour simplifier les affectations et la gestion budgétaire. L'objectif fondamental, bien sûr, était de relier ceux qui essayaient d'obtenir un vaccin à un site de vaccination. Un grand nombre de fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées à ce niveau-là, l'objectif étant d'améliorer l'efficacité et la qualité, d'informer la population pour qu'elle sache où se trouvaient les sites de vaccination. Et vous pouviez directement, en tant que personne, changer votre site de vaccination ou l'heure de votre rendez-vous. Ce qui est important, et ça c'est un des grands succès du SEDV, c'est que nous avons su mettre en place des processus et des modalités de travail uniformes pour toutes les parties prenantes pour un accès équitable. Le SEDV a permis également la collecte de toutes ces données, une mise en place qui s'applique à tous les sites de vaccination. Comme Marianne l'a indiqué, je vais vous montrer un tableau de bord qui nous donnait les informations à jour sur la vaccination, pour la couverture, pour tous les groupes d'âge, les sous-populations, les différentes zones géographiques ou la prestation de santé. Et ceci était conçu pour s'assurer que l'on soit conforme avec les impératifs réglementaires de la régie réglementaire d'Afrique du Sud pour les produits de santé et imposer l'application des meilleures pratiques pendant l'administration des vaccins. Nous avons dû appliquer des directives et politiques très strictes de protection des données et l'application des politiques gouvernementales pour nous assurer que tout ce qui était effectué se faisait conformément aux impératifs législatifs, assurant un suivi d'une utilisation légitime, appropriée et proportionnelle des vaccins, le bon traitement des données. Au niveau de l'Afrique du Sud, pour le moment, il n'y a eu aucune transgression, aucune violation concernant la préservation, la protection des données électroniques. Les informations étaient également fournies sur certains projets de recherche pour déterminer l'efficacité, la sécurité et la pérennité du vaccin. Un certain nombre d'études ont été publiées par les différentes institutions en Afrique du Sud.
Ceci a réduit le besoin de tenir des archives sur papier qui sont souvent perdues, ce qui a un impact considérable sur la qualité des données et leur disponibilité et la qualité du processus de vaccination. Et puis, bien sûr, la responsabilisation. Un module a été mis en place pour renforcer le département national de la santé, et des solutions ont été mises en place pour les enregistrements qui pouvaient être utilisés pour vérifier les données médicales, recueillir des données médicales, fournir des informations sur les vaccins au niveau des différents processus et l'approche conceptuelle du SEDV permet une adaptation à l'appui de stratégies ultérieures de vaccination ou de prévention d'autres problèmes de santé publique. Je ne vais pas rentrer dans le détail du système SEDV. Vous voyez les processus qui sont indiqués. Je vous invite à regarder la petite case entourée de vert qui concerne le certificat de vaccination électronique fourni après la deuxième dose. C'est ce qu'on appelle le passeport de vaccination. Nécessaire en particulier en cas de tout déplacement à l'extérieur du pays, mais aussi au fur et à mesure qu'un plus grand nombre d'institutions se rouvraient à l'activité économique, il fallait avoir un certificat de vaccination pour que chaque personne puisse retourner sur son lieu de travail. Et ce certificat électronique pouvait être téléchargé directement du site. Si nous regardons maintenant cet instantané de la mise en œuvre du système électronique de données sur les vaccinations, l'une des considérations clés concernait le fait qu'il fallait mettre au point un système qui soit intuitif. Il fallait qu'il soit facile à utiliser et il fallait qu'il puisse être appliqué à tous les niveaux. Il a donc été conçu de manière à permettre de donner une vision précise de l'utilisation. La mise en place de ce système intégré a été effectuée pour l'utilisation comme non seulement là où on a accès à Internet, mais aussi nous avons utilisé l'USSD et WhatsApp pour les inscriptions, pour que les membres de la population puissent s'inscrire pour être vaccinés. Pour ce qui est du contexte de mise à poste, de lancement rapide, nous nous sommes concentrés sur la simplicité. Nous avons fait un travail considérable au niveau des systèmes de données. Le travail a été effectué pour un travail de développement pour le système national d'assurance. C'était une solution rentable. Le principal impératif était qu'il fallait que les données soient disponibles pratiquement en temps réel pour pouvoir bien appuyer le programme de vaccination en Afrique du Sud. Nous avons utilisé ce qu'on a souvent qualifié d'une approche agile et souple. Il s'agissait d'une approche particulièrement agile pour prendre en considération les différents besoins, les systèmes d'analyse et autres pour que l'on ait les informations nécessaires et que tout ceci s'aligne avec le programme de vaccination et les décisions qui ont été prises en la matière. Il s'agit d'un système qui est national, qui est basé sur le web et qui est en ligne. Il a été financé et mis au point par le gouvernement de l'Afrique du Sud et permet une utilisation optimale. Diapositive suivante. Si on
examine le déploiement de ce système électronique national de données de vaccination, en janvier 2021, le directeur général des services de santé m'ont donné l'instruction d'élaborer un système complet pour l'Afrique du Sud. En 2 semaines, nous avons pu étudier la portée et les impératifs de ce système. Et à ce stade, le programme de vaccination de l'Afrique du Sud commençait et portait sur les processus et les contrôles essentiels, principaux. Donc, en 4 semaines, nous avons mis en place le SEDV. Nous l'avons développé le 7 février et à l'aide de l'application Knowledge, qui est aussi une application appuyée par l'USAID, nous avons pu former 7500 personnes chargées de faire de la vaccination en 2 jours. Et tout ce déploiement était décentralisé auprès d'autres organisations et organisations du secteur privé également. Et donc, c'est à cette époque qu'ont vu le jour les premiers comptes de vaccination. Ensuite, il y a eu des essais, le bêta-testing du programme qui a commencé le 17 février, qui s'est terminé le 31 avril 2021. Puis, il y a eu un déploiement complet à l'échelle qui a été commencé le 17 mai et appuyé par un financement de l'USAID et de Right to Care. Et il y a donc eu une évaluation de ce déploiement. Et ils nous ont aidés à élaborer des modules, à effectuer de la gestion du changement. Nous avons été aidés par des épidémiologistes et d'autres parties prenantes. Et sans cet appui technique, je ne suis pas certaine que nous aurions été en mesure d'effectuer un déploiement aussi rapide que celui-là. Donc aujourd'hui, nous en sommes à l'intégration dans les services sanitaires de routine. Actuellement, 42% des établissements de santé en ont, en disposent. Donc, ce qui fait plus de 1200 établissements de soins de santé primaires. Donc, l'utilisation du SEDV dans nos établissements de soins de santé est également appuyée par Right to Care et financée par l'USAID. On ne nous croit pas toujours, mais en ce qui concerne on ne nous croit pas toujours, mais notre équipe de développement est vraiment excellente. Elle provient d'une entité gouvernementale, le Conseil pour la recherche et le développement informatique, et cette équipe continue à nous trouver des solutions. Diapo suivante. Pour ce qui est des données, c'est juste une capture d'écran ici des données, de certaines données produites autour des questions de vaccination contre la COVID-19, la 42e semaine qui a été le pic de vaccination, notre pic du programme de vaccination. 4029 sites de vaccination s'étaient inscrits et commençaient à saisir des informations sur le SEDV au fur et à mesure que ces sites vaccinaient des individus. On peut dire que c'était quand même admirable à cette époque, déjà dès cette époque. Ceci peut vous montrer
un autre tableau de bord important et ceci concerne les doses de vaccins qui ont été administrées au jour d'hier, pardon, lundi. Ce tableau de bord est désormais actualisé une fois par semaine car nous administrons moins de vaccins. Donc, à l'époque, il y avait lundi, il y avait 22 800 619 personnes qui avaient été vaccinées. Donc, personne avait été vacciné, au moins une dose. Et puis, il y a également quelque chose, des données sur les rappels et les différentes activités concernant les personnes immunodéprimées. Vous pouvez voir une ventilation en fonction des provinces, selon si les vaccinations sont effectuées dans le secteur public ou privé. Vous pouvez adapter ce tableau de bord à vos besoins. Il peut être également, ce tableau de bord peut être adapté au niveau de votre établissement de soins de santé. Donc, nous avons des provinces, le Cap oriental. Ensuite, nous avons des districts, des sous-districts. Donc, tout ceci peut être adapté selon, selon vos institutions et puis on peut aller jusqu'à chaque centre de santé. On peut également sélectionner le groupe d'âge, la tranche d'âge, et regarder des semaines particulières pour avoir le nombre de vaccinations et ventilé également. Et sur la droite, vous avez une indication des différents tableaux de bord qui sont disponibles en ce qui concerne le programme de vaccination, avec des détails concernant le programme de vaccination qui est disponible nationalement. Diapo suivante. L'une des choses importantes que nous avons examiné était comment atteindre les populations à risque. Et un domaine que j'avais mentionné était qu'il fallait répondre à un questionnaire de santé avant l'administration du vaccin. Donc, on demandait à la personne qui allait se faire vacciner si elle souffrait d'une maladie chronique, qui pouvait la rendre plus vulnérable pour contracter la COVID-19. Donc là, vous avez un instantané des données dont nous disposons. Donc ça, là, il s'agit de données rapportées par la personne qui va se faire vacciner. Donc, est-ce qu'il y a eu un diagnostic de tuberculose qui a été posé? Est-ce que la personne souffre du VIH? Donc, à titre d'exemple, il y a aussi des personnes qui peuvent être immunodéprimées et on peut savoir combien parmi ces personnes, le pourcentage de personnes qui a été vacciné contre la COVID. Ensuite, il y a sur la droite des détails que vous pourrez étudier de plus près avec un menu déroulant afin d'obtenir des informations plus détaillées. Diapo suivante. En ce qui concerne mes conclusions, pour nous, l'Afrique du Sud, notre pays a montré qu'un système numérique national n'est pas seulement possible, mais qu'il est absolument essentiel pour riposter dans des situations qui mettent en danger la santé publique. Le développement du premier module a été un peu difficile parce que les données dont nous disposions sur les personnes étaient éparpillées un peu partout et nous n'avions pas un système centralisé pour tout intégrer. Car l'idée était d'avoir un système aussi intégré que possible. Donc, nous avons commencé à mettre en place un premier module intégré
pour également prendre en compte l'assurance maladie nationale So et we pour voir, car l'Afrique du Sud dispose d'une assurance maladie universelle. Donc, nous en sommes à la première l'intégration du premier module de dossiers médicaux électroniques et nous avons trouvé un certain nombre de solutions pour préserver les données. La plateforme que dont je vous ai montré certaines parties est également une plateforme qui dispose de nombreuses fonctionnalités. Il sera donc possible de commencer à identifier, par exemple, des zones où il faut augmenter l'offre de vaccination, par exemple, s'il s'agit de zones géographiques où les populations souffrent de maladies plus spécifiques. Donc, nous devrions commencer la mise en œuvre en avril 2024. Durant ce processus de système électronique de données de vaccination, nous avons débouché sur un certain nombre de contributions, de co-création, ce qui nous a permis de rationaliser ce système électronique national. Nous avions commencé donc à cause de la COVID-19, mais nous avons appris beaucoup de leçons que nous devons noter et consigner. Et les enseignements que nous avons tirés dans le développement et le déploiement de ce système électronique, ces enseignements pourraient contribuer à améliorer les systèmes de lutte dans des situations de pandémie futures. Mais il a été clairement établi qu'un système électronique est absolument indispensable car il permet d'être beaucoup plus réactif vis-à-vis des pandémies et également pour appuyer les personnes souffrant d'autres maladies. Depuis mai 2021, nous avons démontré que nous étions en mesure de développer un programme entièrement public, mais qui a été financé par des bailleurs de fonds divers, mais il appartient et il est dirigé par les autorités publiques. Donc, il y a eu un partenariat. Il a donc été démontré qu'il était possible pour toutes ces parties prenantes de travailler en vue d'atteindre un objectif et d'obtenir des résultats que nous souhaitons tous. Et c'est quelque chose qui peut être fait. Donc, ceci milite en faveur de l'établissement d'autres partenariats qui vont dans le même sens. Donc, il a été prouvé que les systèmes électroniques les SEDV ont catalysé les capacités de l'Afrique du Sud d'appuyer notre programme d'assurance maladie universelle. Nous poursuivrons dans cette direction et à l'avenir, nous sommes toujours en train de développer une solution complète pour la santé numérique en Afrique du Sud. Merci beaucoup pour cette présentation très détaillée de ce système. Merci à toutes et à tous pour
toutes vos questions fort intéressantes. Malheureusement, nous n'avons plus le temps d'y répondre. Nous y répondrons individuellement. Nous remercions les intervenantes qui ont pris le temps de nous présenter le travail de l'Afrique du Sud. Dans ce domaine, je pense qu'il y a des enseignements à tirer pour tous les pays. Je vais maintenant rendre la parole à Anne et vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Et tout d'abord, je souhaite remercier notre modératrice et nos intervenantes. Merci pour ces présentations fort intéressantes. Si vous avez des questions à poser, contactez-moi et je vous mettrai en contact avec la personne adéquate. Il y aura un lien qui sera partagé dans la boîte de dialogue qui peut vous mener vers des informations que possède Knowledge Success, et nous souhaitons également lancer un dernier sondage pour savoir, concernant le dernier webinaire qui doit avoir lieu en septembre, les sujets complémentaires que vous souhaiteriez voir abordés. Et je remercie encore notre modératrice ainsi que les intervenantes de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous partagerons un enregistrement de ce webinaire et les diapositives dès que ce webinaire sera terminé. Et à bientôt. N'oubliez pas de répondre.